demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Bienvenue dans ce journal, tout de suite les titres. Expulsion brutale de Congolais de la RDC vivant à Brazzaville. Kinshasa en colère veut voir clair dans ce dossier. Depuis ce jeudi, une mission conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères est à Brazzaville pour échanger avec les autorités de l'autre rive. Guerre entre la DGI et Tenke Fungurume Mining, Matata Ponno opte pour le dialogue. Les deux parties ont été invitées mercredi à enterrer la hache de guerre et à collaborer dans le respect strict des lois du pays. Économie toujours. Les régies financières ont fait un grand pas vers la réalisation des assignations fixées par le gouvernement au premier trimestre 2014. La DGI garde le maillot jaune suivi de la DGRAD, de quoi réjouir le vice-ministre de Finances qui exhorte le service d'assiette à plus d'assiduité. Enfin, le lotissement irrégulier de la concession de la MIBA oppose depuis quelques jours le procureur général de la République au gouverneur de la province du Kasaï oriental, Alphonse Kansanji. Vous aurez des détails avec notre correspondant Boujimaï dans quelques instants. Voilà tout pour les sommaires. Bienvenue à tous. Bonsoir, Maître Célestin Tundaya Kassende est à Brazzaville. Le vice-ministre des Affaires étrangères à la tête d'une délégation officielle est allé s'enquérir lui-même de la situation des compatriotes qui vivent de l'autre côté de la rive du fleuve Congo et qui seraient victimes d'expulsion dans des conditions infrahumaines. Avant cette traversée, Célestin Tunda a tenu à expliquer l'objet de sa visite au pays de Denisa Sungeso. On l'écoute sur le propos recueilli par Oscar Bakandoa. Nous allons à Brazzaville, en République du Congo. Je crois que l'opinion a suivi depuis quelques jours qu'il se passe une situation assez déplorable et qui n'est pas très bonne à l'égard de nos compatriotes qui vivaient à Brazzaville et sur le territoire congolais en général. Alors, il y a des brimades, il y a des expulsions intempestives, massives, humiliantes. Et la hiérarchie nous a demandé de traverser pour dialoguer avec les officiels congolais d'en face. Parce que, comme vous le savez, notre pays est hospitalier. La solidarité africaine, c'est bien. Mais je crois que les sentiments de fraternité, d'amitié doivent être réciproques. Et désormais, on ne peut plus accepter que les Congolais, partout où ils se trouvent, soient brimés ou qu'ils soient maltraités. Voilà pourquoi nous nous rendons à Brazzaville pour mettre fin à cette situation que nous considérons comme étant assez grave. Pour le moment, vous avez suivi que vous êtes au beach ici. Les Congolais traversent dans de très mauvaises situations, dans de très mauvaises conditions. C'est inacceptable et nous allons à Brazzaville pour mettre fin à cette situation. Cette situation est loin de laisser indifférents les élus du peuple qui veulent avoir des éclaircissements sur ces dossiers. Le député national Jean-Claude Mvouemba demande au gouvernement de s'impliquer pour obtenir des explications sur le sort réservé à ses compatriotes. C'était à l'issue de la motion incidentielle au cours de la séance plénière de mercredi dernier sur cette question soulevée par l'élu national Henri Thomas Lokondo. Suivez. Nous poussons savoir à combien étaient nos frères et nos sœurs qu'ils ont trouvé la mort. Nous ne pouvons plus accepter que nous continuions à mourir ainsi. Que le gouvernement puisse prendre langue officiellement avec
le gouvernement de la République du Congo-Brazzaville pour que nous puissions enfin savoir comment et pourquoi toujours cela. Chez nous, nous ne chassons personne. Chez nous, nous ne tuons personne. Pourquoi c'est toujours nous qui sommes victimes de toutes ces atrocités? Divergence entre Teke Fungurume Mining et les services d'assiette sur les questions fiscales. Matata Ponyo tronche. Le Premier ministre a réuni mercredi les parties en cause afin de trouver une solution susceptible de consolider le partenariat voulu gagnant-gagnant. La rencontre a eu lieu à la primature, nous dit Doudou Ndombe. Le comportement d'Intenke Fungurume Mining en ce qui concerne le fisc. Au fisc, le ministre délégué aux finances, lui qui est chargé de mobiliser le recette de l'État. Ce dernier ne s'en cache pas. Pour la petite histoire, selon les services d'assiette, l'entreprise minière n'a pas déclaré ses impôts proportionnellement avec ce qu'elle gagne, alors que la DGI clôturait son échéance fiscale du mois de mars dernier. Il s'est posé des divergences entre les deux parties. Matata Ponyo, soucieux de la bonne marche de ce partenariat, a réuni la délégation des TFM et la DGI pour harmonisation des vues. Au sortir de la réunion, des pistes et des solutions sont avancées. Sur conseil du Premier ministre, une équipe de travail est mise en place, ou sera mise en place, qui sera composée essentiellement par les experts de la primature, les experts de la DGI, les experts des TFM, les experts du ministère des Finances, pour finalement trouver la solution à cette question fiscale. Nous avons un dialogue de qualité avec TFM, sauf qu'il y a quelques points de divergence. C'est suite essentiellement à un contrôle qui a été effectué et pour lequel les arguments, disons la réclamation de TFM nécessite une descente sur le terrain, pour lesquels d'ailleurs on s'est, pour laquelle on s'est déjà convenu. Et, ça permettra qu'on puisse avoir les experts de part et d'autre. Et cette commission devra calmement, avec sérénité, examiner tous les points de divergence et pouvoir faire rapport dans les 18 jours. Avec la commission qui va travailler sur ces questions techniques, chaque partie pourra rentrer dans ses droits. La RDC qui se bat pour améliorer le climat des affaires et des investissements ne peut pas froisser un opérateur de la taille de TFM. Les régies financières ont réussi à mobiliser les recettes à plus de 90% au mois de mars dernier. La DGI a largement dépassé les assignations fixées par le gouvernement. Le vice-ministre des Finances est entretenu ce mercredi avec les responsables des régies financières à ce sujet. Des dispositions appropriées ont été prises pour le mois en cours. Doudou Ndombe et Fiston Mbouini. Paris gagné pour la DGI qui a réussi à capitaliser l'échéance fiscale fixée au mois de mars. Avec une prévision arrêtée à 228 milliards de francs congolais, la Direction générale des impôts a atteint 234 milliards de francs congolais. C'est dire que les assignations fixées par le gouvernement sont largement dépassées. La DGRAD a fait également des progrès. Roger Chulungu n'entend pas dormir sur ses lauriers. Le vice-ministre des Finances entend faire mieux au mois d'avril en cours. Nous avons pris des dispositions pour qu'à partir du mois d'avril, nous puissions combler les gaps observés pour le premier trimestre 2014. Les recettes douanières ont cependant connu une baisse. Sur les 150 milliards attendus, la DGDA n'a pu mobiliser que 147 milliards de francs congolais. Deoro Guiza s'explique. Il y a le problème au Katanga, notamment en ce qui concerne le point de sortie de Kasumbalesa. Il y a eu arrêt de travail pendant plus d'une semaine à cause d'une grève observée par les transporteurs. Et ça a eu un impact négatif sur l'ensemble des recettes. Mais dans l'ensemble, il y a eu aussi une baisse de tonnage payant, comme on dit. Donc les importations peuvent avoir maintenu le même niveau, mais en ce qui concerne le tonnage payant, il a été inférieur par rapport à celui qu'on attendait. Au total, les régies financières ont mobilisé environ 477 milliards de francs congolais sur les 510 attendus. Un vrai pas vers la mobilisation maximale des recettes au profit du trésor public.
L'atelier régional sur la lutte contre la corruption s'est clôturé mercredi au Palais du Peuple. Ces assises ont permis à l'Assemblée nationale d'avoir un outil efficace pour lui permettre de mieux jouer son rôle dans le contrôle du budget et de la gestion des finances. La cérémonie de clôture était présidée par le rapporteur de l'Assemblée nationale, Thierry Kassongo, pour les détails. Combattre la corruption dans les secteurs publics pour permettre au gouvernement d'accroître son budget, telle est l'option prise par les réseaux des parlementaires pour la lutte contre la corruption, à l'issue des 2 jours de travaux sur cette question qui préoccupe les élus du peuple. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, une institution qui appuie la démocratie, estime que cet outil va aider le pays. En tout cas, c'est une impression de satisfaction. Notre République a besoin de pareils ateliers. Les députés assument avec pleine responsabilité et efficience les outils constitutionnels mis à leur disposition afin d'éliminer la corruption dans la vie quotidienne de gestionnaires publics. C'est également une satisfaction pour les participants à ces assises. Le grand défi du développement, c'est un problème de la gouvernance, c'est un problème de la gestion. Et avec cet outil aujourd'hui, nous avons la possibilité de mener cette lutte. Les élus du peuple s'engagent de manière directe ou indirecte à lutter contre la corruption. La corruption freine le développement. Les parlementaires membres du réseau africain promettent de s'investir pour que cet outil puisse aider la RDC à freiner les détournements de certains flux financiers qui rendent difficile la mobilisation d'un budget conséquent pour l'État congolais qui aspire à l'émergence d'ici 2030 pour être au centre des affaires en Afrique centrale. Dans le souci de renforcer le contrôle en Afrique centrale sur la fabrication, le commerce, la circulation, le transfert, la détention et l'usage des armes légères et petits calibres, des munitions et toutes pièces composantes pouvant servir à leur fabrication, les sénateurs ont, au cours de la plénière de mercredi, examiné le projet de loi autorisant la ratification par la RDC de la Convention de l'Afrique centrale pour le contrôle de ces armes. Serge Poueté, Paul Félicien Nangana et Blanchard Kandolo. Les présents projets de loi sous examen au Sénat autorisent la ratification par la RDC de la Convention de l'Afrique centrale pour le contrôle des armes légères et des petits calibres, de leurs munitions et de toutes pièces et composantes pouvant servir à la fabrication, réparation et assemblage apparemment importants pour la RDC. Ces projets de loi constituent un cadre juridique idéal fondé sur les principes sacro-saints de la Charte des Nations Unies, notamment ceux relatifs au désarmement et au contrôle des armes. Il s'agit aussi de droits des États à la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un autre État et à la prohibition de l'usage ou de la menace d'usage de la force. La Convention traduit la volonté des chefs d'État et des gouvernements des États membres de la CEAC, traduit leur souci de conjuguer les efforts en vue de prévenir, combattre et éliminer en Afrique centrale le commerce et le trafic illicite des armes légères et des petits calibres, renforcer les contrôles de la fabrication, du commerce, de la circulation, des transferts, de la détention et de l'usage des armes légères et des petits calibres, promouvoir la coopération et la confiance entre les États parties et lutter contre la violence armée et soulager les souffrances humaines causées en Afrique centrale par les commerces et les trafics illicites des armes. La loi est envoyée aux commissions des relations extérieures et la défense pour les derniers toilettages. 3 ministres ont été mercredi dernier devant la représentation nationale pour répondre aux questions d'actualité. Il s'agit de Richard Mouyej, Charles Nawej, sur les circonstances du naufrage ayant causé la mort de 251 Congolais sur le lac Albert et l'appui du gouvernement. Fridolin Kaswechi n'a pas échappé à cet exercice. Il a répondu quant à lui à la question sur la spoliation des immeubles de l'État. Le détail dans ce reportage de Thierry Kassongo et Blanchard Kandolo. Les réfugiés congolais, informés de la victoire des FARDC sur les forces négatives dans le M23, se sont décidés de regagner la terre de leurs ancêtres, quelles que soient les conditions d'embarquement.
Voilà qui justifie la mort de 251 Congolais, précise le ministre de l'Intérieur, qui est venu répondre à la question d'actualité lui adressée par le député Serge Mayamba sur les circonstances exactes du naufrage du lac Albert. Richard Mouyej-Manguez-Mons rassure quant aux dispositions prises pour sécuriser les réfugiés en Ouganda. Dépêché par le gouvernement de la République à la suite du naufrage du 22 mars 2014, visait à comprendre ce qui s'est réellement passé, à consoler et à réconforter nos compatriotes. Les intentions de retour de nos compatriotes réfugiés en Ouganda sont une évidence. Quant à l'aide humanitaire aux victimes du naufrage, Charles Nawej Mundele révèle que les familles et les rescapés sont assistés par le gouvernement. L'assistance est déjà disponible, nous attendons juste que le listing soit établi pour que nous puissions les assister. Toute la prise en charge, la première partie de la prise en charge a été faite en Ouganda, puisqu'en fait nous, on devait assister nos compatriotes qui étaient soit blessés, soit décédés, mais les blessés ont été soignés en Ouganda. Donc ici au Congo, il n'y a eu que le rapatriement de corps. À la question relative à la spoliation des immeubles de l'État, adressée au ministre des Atu Iteper par le député Kabuya Moulamba, Fridolin Kasweshi Musoka promet de poursuivre en justice les spoliateurs. Le gouvernement a décidé à pouvoir engager des actions énergiques en plus de celles déjà prises pour endiguer ces fléaux. Il y a beaucoup de dispositions qui ont été prises pour sécuriser ces patrimoines. Mais il faudra encore plus d'actions pour récupérer ceux qui ont déjà été spoliés. C'était un exercice difficile pour les trois ministres, mais une obligation pour informer le peuple sur ces questions d'actualité d'intérêt national. La sécurisation des sites universitaires, le sujet était au centre des échanges entre le ministre de l'Intérieur et les chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire ce jeudi au cabinet du ministre. Cette délégation de chefs d'établissement a reçu l'appui total du gouverneur pour la sécurisation de tous les sites universitaires de la capitale, cible des hommes politiques et des bandits. Oscar Bakandoa pour les détails. Autour du ministre de l'Intérieur et de son collègue de l'enseignement supérieur et universitaire, ses recteurs et directeurs généraux des universités et instituts supérieurs de la capitale sollicitent la sécurisation de tous les sites universitaires, surtout que ces sites sont apolitiques. Pour le chef de cette délégation, toutes les dispositions devront être prises pour éviter le pire. Il y a beaucoup de demandes de personnes qui veulent troubler la paix à travers nos sites universitaires. Au moment où on cherche la paix, que la paix règne dans la province de Kinshasa. Ensuite, le ministre de l'Enseignement supérieur nous a instruit d'insérer dans nos programmes, dans nos institutions, de réserver de l'espace pour les activités culturelles pour occuper nos étudiants. Une mise en garde a été lancée aux étudiants qui logent illégalement dans les homes réservés aux étudiants régulièrement inscrits. Il est question que les établissements fassent rapport en ce qui concerne les problèmes de logement et surtout de veiller que les gens de l'extérieur ne viennent pas troubler la paix au niveau de nos établissements. Nous allons essayer de mettre fin à ce système. De mettre fin à cela veut dire nous allons sanctionner. Rassurés par l'appui total du gouvernement pour la sécurisation de tous ces sites universitaires, les recteurs et directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la capitale ont souhaité que la police universitaire soit mise à l'œuvre. Face aux menaces récurrentes des forces négatives, la MONUSCO, en appui aux forces armées de la RDC, réitère son engagement à maintenir la pression sur les forces jusqu'à leur reddition. C'est ce qui ressort de la rencontre hebdomadaire de la mission onusienne de ce mercredi avec la presse. Au cours de cette rencontre, la situation des droits de l'homme et autres ont été également brossées. La rencontre a eu lieu au quartier général de la MONUSCO à Gombe, Bujumbui pour les détails.
De la situation de droits de l'homme à la situation militaire, en passant par les activités de l'équipe pays de la mission onusienne, tout est passé en revue au cours de cette rencontre. S'agissant de la situation militaire, le porte-parole militaire de la MONUSCO relève les différentes opérations menées par les FARDC et les forces onusiennes pour dominer les terrains et interdire les activités de forces négatives en province orientale et dans la partie est de la RDC. La force de la MONUSCO surveille étroitement la situation sécuritaire sur le terrain, mène des patrouilles conjointes intensives en parfaite coordination avec les FARDC et apporte également son appui aérien à l'offensive des FARDC contre les miliciens du FRPI. Dans la province du Nord Kivu, le climat sécuritaire reste volatile, imprévisible et marqué par la poursuite des opérations Sokola 1 et Sokola 2 dans les territoires de Béni et Massissi contre les rebelles de l'Alliance des forces démocratiques ADF et les miliciens de l'Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain APCLS. Fort de son nouveau mandat, la mission onusienne s'est dit prête à tout mettre en œuvre pour stabiliser la situation. C'est ce que le représentant du secrétaire général adjoint Abdallah Wafi ne manque pas de souligner au cours de la vidéoconférence. Aider à restaurer l'autorité de l'État et d'une façon globale à stabiliser la situation. Parce que nous pensons que les opérations militaires, elles seules, à neutraliser les groupes armés, sans l'appui à la restauration de l'autorité de l'État, sans la présence de l'État congolais dans ces zones libérées, il ne saurait avoir une protection durable. Outre ces questions, celle de la présence des ex-FACA dans la province de l'Équateur a été soulevée. À ce sujet, la MONUSCO rassure que la situation est prise en compte par le gouvernement de la RDC. La longue attente du gouvernement de cohésion nationale a créé un coup d'arrêt dans le débat autour de vrais enjeux de la RDC. À cela s'ajoute le débat presque à l'emporte-pièce sur la feuille de route électorale. Ainsi, là où l'on devait s'attendre à un débat de fond, la classe politique se perd en conjoncture et étale ses insuffisances à baliser la voie pour un bel avenir du pays, comme frappé d'aveuglement. Oscar Bakandoa. Au moment où les politiciens s'inquiètent pour leur survie politique, la plupart des Congolais broient du noir. Dans leur kaléidoscope, se profile un avenir sombre pour leur pays. Leur première préoccupation concerne le climat d'insécurité permanente dans l'est du pays, où malgré tous les efforts pour leur neutralisation, les FDLR, les ADF NALU et divers autres groupes armés ont conservé leur capacité de nuisance. Plus à l'ouest, les rebelles du FLEC, force de libération de l'enclave du Cabinda, sont signalés dans plusieurs localités du territoire de Tchéla, dans le Bas-Congo. Les forces armées angolaises qui se préparent à les traquer menacent de traverser la frontière pour les neutraliser à partir de leur base arrière située en terre congolaise. Au nord, les militaires des ex-forces armées centrafricaines et ceux de la garde rapprochée de l'ex-président François Bozizé ont établi leur quartier général dans la province de l'Équateur, sans compter les éléments de l'armée sud-africaine dont la présence reste toujours inexpliquée tant à Kinshasa qu'à Pretoria. Pendant ce temps au Katanga, les Bakata-Katanga convergent et se réorganisent autour du triangle de la mort situé entre Pweto, Mitwaba et Manono. Au-delà de tous ces enjeux sécuritaires, il y en a bien d'autres, plus économiques, où la RDC pourrait jouer un rôle déterminant. Il s'agit notamment de la gestion de l'eau, qui refait surface au centre des grands enjeux sous-régionaux. Des questions qui doivent faire l'objet d'un débat national dont la classe politique sont reléguées au second plan. Cette classe politique a les yeux braqués ailleurs. La conservation du pouvoir pour les uns et la conquête du pouvoir pour les autres dictent désormais le mœurs des politiciens congolais. En RDC, l'on navigue à vue, l'on est emporté par les courants des événements, sans se préoccuper du lendemain. Faut-il dès lors espérer un déclic? Tout dépend de l'attitude de la population qui devra à un moment donné se prendre en charge pour se définir une identité autant pour elle-même que pour le pays. Démissionnaire et sans idéal sur son rôle exact dans la société, la classe politique congolaise sera rendue responsable de la débâcle du pays. Plus rien ne va en Mbuji-Mayi entre le gouverneur Kassanji et le procureur général de la République dans cette province pour cause l'autorisation de lotissement de la concession de la MIBA par le gouverneur, une mesure jugée illégale par le procureur de la République qui appelle l'autorité provinciale à retirer sa décision. Des précisions avec Urbain Kabey, joint au téléphone depuis Mbuji-Mayi par Paul Félicien Nangana. Au menu, le
dossier MIBA sur les travaux de lotissement de terrains repris sur le plan cadastral SU27. Ces travaux sont exécutés par le gouvernement provincial et bon nombre de terrains a déjà été loti. Disons que la décision prise par l'autorité provinciale, celle de lotir les terrains MIBA, a engendré un mauvais climat entre les autochtones d'une part, la société minière de Bakwanga MIBA d'autre part et le gouvernement provincial. Face à ces tableaux noirs sur ce dossier, le procureur général de la République a adressé une lettre au gouverneur de province, Alphonse Ngoï Kassanji, afin de surseoir le dossier et d'arrêter immédiatement les travaux de lotissement. Cela en guise de préserver la paix sociale et éviter des scènes tragiques entre les Bakwanga eux-mêmes et la société minière MIBA. En réaction, le directeur du cabinet du gouverneur de province dit que la lettre du procureur général de la République n'est pas une décision judiciaire. Jean-Michel Kassongo souligne qu'ils ne vont pas arrêter les travaux de lotissement, ils doivent continuer jusqu'au bout. Rappelons que ce dossier de lotissement a occasionné la perte d'argent de certaines personnes qui s'étaient engagées dans cette affaire. Bouchimaï, Urbain Kabeï, TV7. À un mois de la tenue des élections présidentielles en Égypte, l'ambassadeur égyptien en RDC affirme que toutes les batteries sont mises à fond pour éviter les manifestations violentes post-électorales. Il a dit mercredi au cours du point de presse qu'il a animé à l'ambassade de l'Égypte à Gombe. Ibrahim Ashraf a mis cet temps à profit pour analyser la situation générale de son pays ainsi que le niveau de la coopération entre l'Égypte et la RDC. Jemima Mogo et Baby Malobo. Devant la presse congolaise réunie, Ibrahim Ashraf, l'ambassadeur égyptien, présente le tableau de l'Égypte, son pays. Et c'est une image peu reluisante de la politique. Depuis le début de la révolution en 2011, les Égyptiens ne cessent de mener le combat pour avoir un bon dirigeant. Malgré les manifestations pacifiques, quelques stratégies sont mises en place pour calmer le pire. Et je crois que l'armée, avec les forces politiques, les forces religieuses, les forces sociales ont décidé d'éviter un sort un peu difficile. Personne ne savait comment ça pouvait se passer. Ibrahim Ashraf, ambassadeur de l'Égypte en RDC, regrette de la situation dégradante de l'économie de son pays. Le tourisme a baissé de 30 à 50%. Ces problèmes économiques ont continué depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. La situation entre juin 2012 et juin 2013 sous le président Morsi ne s'est pas améliorée, elle a continué. Les mêmes difficultés continuent aujourd'hui. Malgré sa crise économique, rien n'empêche ce pays dirigé par l'ex-maréchal, le président Sisi, de collaborer avec la RDC. L'Égypte, au contraire, à partir de 2011, malgré tous les problèmes qu'elle fait face, elle a continué à coopérer avec, en général avec ses frères africains. Même cette coopération a augmenté en chiffres et en qualité. Depuis le début du printemps arabe, la majorité des pays de la Ligue des pays arabes continuent à entretenir des bonnes relations avec l'Égypte. Qu'à cela ne tienne, c'est un pays en voie d'octroyer une démocratie complète, comme le souhaitent aussi d'autres pays africains tels que la République démocratique du Congo. Je vous invite à présent à suivre la revue de presse avec Rosa Wazi. Plusieurs sujets rivalisent d'ardeur le une du journal paru ce jeudi, dont les capitales. Commençons cette revue de presse avec le potentiel qui titre à sa une « La RDC réponse dans un cycle de terreur ». Alors que la capacité des nuisances du M23 et des ADF a été sensiblement réduite, mais la situation sécuritaire dans l'est du pays se régénère au jour le jour. Le palmarès, quant à lui, révèle que l'opposition républicaine est au bord de l'implosion. Comme il n'a pas été possible de satisfaire tout le monde au regard du quota étriqué réservé à l'opposition républicaine, des dissensions internes sont nées au sein de cette plateforme. Pendant ces temps, l'Avenir annonce la venue d'une mission de l'ONU en RD Congo. Pour les quotidiens, dans le cadre de son programme de visite de pays affectés par la crise qui déstabilise la RCA depuis plus d'un an, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Abdou Moussa, conduit
une mission au Congo du 9 au 10 avril, puis en RDC du 11 au 15 avril. Loin de cette affaire, le phare s'intéresse à l'évacuation mardi d'Alphonse Lukoya Diallo à l'hôpital du Cinquantenaire. L'on a appris des sources proches de son entourage que l'intéressé a bel et bien été transféré dans la capitale le mardi. Aussitôt après son arrivée à l'aéroport international d'Ndjili, il a été conduit à l'hôpital du Cinquantenaire où il a été admis. Bouclons cette revue de presse par les dépêches de Brazzaville qui parlent de la candidature à la présidentielle d'Etienne Tshisekedi qui sera au menu du prochain congrès des l'UDPS. Difficile de dire avec exactitude si le leader des l'UDPS sera bel et bien candidat à la présidentielle de 2016 pour laquelle il continue d'observer un mutisme alimentant de ces faits toutes sortes de spéculations. Et voilà Nadine Laing, l'essentiel de journaux parus dans la capitale. Merci Rosawazi pour cette revue de presse et merci à vous pour votre fidélité à Télé 7. Bonsoir. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Les familles Mamengi Sam de l'INSS, direction urbaine Kinshasa Sud, Massi Mamengi de Transco, Nicole Nzumba, les jumelles Simba Nzouzi, tous de la DGDA Matadi, Papa Louvembele, Michael Ngoudi de l'USA ont la profonde douleur d'annoncer aux parents, amis et connaissances la mort de leur maman, tante, grand-mère, maman Maïmona Thérèse Safari, mort survenue le 1er avril 2014. Le corps sera exposé à l'espace funéraire Les Casbah, voire à Remayadi, Conriche, commune de Lemba. C'est vendredi 11 avril 2014. L'enterrement interviendra ce samedi 12 avril 2014 à 14 h au cimetière des Nécropoles entre ciel et terre dans la commune de Lantsele. Ces communiqués tient lieu de faire part. Les familles Mamengi Sam de l'INSS, direction urbaine Kinshasa Sud, Massi Mamengi de Transco, Nicole Nzumba, les jumelles Simba Nzouzi, tous de la DGDA Matadi, Papa Louvembele, Michael Ngoudi de l'USA ont la profonde douleur d'annoncer aux parents, amis et connaissances la mort de leur maman, tante, grand-mère, maman Maïmona Thérèse Safari, mort survenue le 1er avril 2014. Le corps sera exposé à l'espace funéraire Les Casbah, voire à Remayadi, Conriche, commune de Lemba. C'est vendredi 11 avril 2014. L'enterrement interviendra ce samedi 12 avril 2014 à 14 h au cimetière des Nécropoles entre ciel et terre dans la commune de Lantsele. Ces communiqués tient lieu de faire part.